Je suis désolée d'être devant vous. Donc, tous nos remerciements à toutes les personnes présentes, à tous ceux, amis déjà connus ou à connaître, qui se sont rendus disponibles pour cette soirée, malgré un emploi du temps parfois excessivement contraint, je pense en particulier à Constance. Merci à ma muse ici présente, qui est aussi ma femme, elle me supporte, me conseille, me corrige et m'encourage. Merci à Joël qui dit tout ce qu'il faut dire, y compris ce qu'il ne faut pas dire, qui organise toutes nos interventions, toutes nos digressions insoumises. Merci à tous les insoumis de Pyrénées-Ménilmontant et aussi du Jourdain, qui donnent leur temps sans compter, convaincus que la politique, le politique, au sens large, doit être l'affaire de tous et non de quelques professionnels qui n'auraient jamais de compte à rendre sur le mandat qui leur est confié. Merci à Monica qui filme nos interventions, en assure la diffusion et fait preuve de disponibilité et de patience devant mon incompétence à manier l'outil informatique. Merci à Gérald, qui devrait être là ce soir, enfin qui ne va pas être là sans doute, mais qui est écrivain et éditeur de la commune. Sa librairie est en face, au 371 rue des Pyrénées. C'est pas difficile à retenir, c'est 371, 3 fois 71, et donc qui est lui-même écrivain et qui a édité quand même un certain nombre d'ouvrages et également des ouvrages qui n'existaient pas avant, donc il y a une originalité par rapport à ça. Merci à Monique et Patrice de l'atelier 44. C'est 44 rue de la Villette, tout près du métro Jourdain. C'est une véritable institution, un de ces lieux grâce auxquels il fait si bon vivre à Belleville. Merci à Gabriela Mancini, qui est écrivain et journaliste argentine, amoureuse de Paris et de notre langue, au point d'en faire un de ses moyens d'expression poétique. Elle complète utilement ma culture des mouvements insurrectionnels dans le monde. Je vais, grâce à elle, pouvoir mieux m'informer sur la Patagonia Rebelde. Merci à Delphine et Guillaume qui ont spontanément accepté de mettre leur talent d'acteur au service de cette digression. Ainsi pourra-t-elle être théâtralisée et serai-je moins ennuyeux. Plus audacieux aussi pour vous la présenter. Grand merci enfin à Fanny et Fabienne du bar L'Impondérable qui se mettent généreusement à notre disposition en dehors des heures ordinaire d'ouverture du bar. Et puis bien sûr, hommage à tous ces communards dont nous sommes les héritiers, à tous ces insoumis qui ont montré qu'une autre voie était possible. Est-il plus bel héritage que cet héritage qui s'augmente à mesure qu'il se partage? Nous tenterons ce soir, bien modestement, mais avec toute la passion qui nous anime, d'être aussi un peu, à notre tour, des pasteurs. Notre introduction à la commune ne traitera ni de la guerre franco-prussienne qui précède la commune et explique le rejet de la population parisienne à l'égard d'un gouvernement de défection nationale, pour employer les termes de Karl Marx à ce sujet. Au demeurant, cette guerre ne dit rien, ou en tout cas ne dit pas tout, des idéaux de la commune, lesquels sont profondément ancrés dans les 40 ou 50 années qui lui sont antérieures. C'est d'ailleurs de ces 40 ou 50 années antérieures que nous allons beaucoup parler. Notre introduction ne traitera pas non plus de la semaine sanglante et n'abordera pas la commune dans son déroulement, ce qui pourrait faire l'objet d'autres digressions. Nous essaierons en revanche de montrer en quoi ce qui vient avant la commune l'éclaire et devrait aussi nous éclairer, je dirais même nous alerter, dans une époque où la trahison des élus crée un sentiment de fatalité du mal et conduit forcément d'un côté au repli réactionnaire et de l'autre à l'acceptation du moindre mal, dans les deux cas, au renoncement d'un mieux possible. À chaque fois, nous verrons ce qu'il y a de contemporain et d'universel dans la commune et ses racines. Nous faisons le pari que ce que nous ressentons de plus personnel et de plus intense est peut-être ce qu'il y a de plus partageable.
Nous le revendiquons du plus profond de notre âme. La commune est bien autre chose qu'une anecdote de l'histoire. Elle est une métaphore de l'humain. Vous le savez, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. La commune n'échappe pas à la règle. Au lendemain de son massacre, les massacreurs ont tenté de faire croire que les victimes étaient les criminels. Aujourd'hui encore, il nous faut davantage parler d'amnistie que de réhabilitation. Mais quels seraient donc les crimes de la commune? Les vrais crimes de la commune, ô bourgeois de tout poil et de toute couleur, monarchistes, bonapartistes et vous aussi républicains roses ou même écarlates, les vrais crimes de la commune, qu'à son honneur vous ne lui pardonnerez jamais ni les uns ni les autres, je vais vous les énumérer. La commune a démontré que le prolétariat était préparé à s'administrer lui-même et pouvait se passer de vous. La réorganisation des services publics que vous aviez abandonnés en est la preuve évidente. La commune a tenté de substituer l'action directe et le contrôle incessant des citoyens à vos gouvernements, tous basés sur la raison d'État, derrière laquelle s'abritent vos pilleries et vos infameries gouvernementales de toutes sortes. Jamais, non, jamais vous ne lui pardonnerez. Vous venez d'entendre Gustave Lefrançais, qui fut le premier à présider la commission exécutive de la commune. Son ouvrage « Études sur le mouvement communaliste à Paris en 1871 » est une des 3 magistrales analyses à chaud de l'événement par ceux qui l'ont vécu. Les 2 autres sont la 3e défaite du prolétariat français de Benoît Malon. Il s'agit de 1830 avec les 3 Glorieuses et de 1848 avec l'échec de la Seconde République. Le 3e, enfin, c'est « Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris » de Arthur Arnould. Elle se termine par une conclusion absolument remarquable de 30 pages, dont nous ne pouvons malheureusement citer qu'un très court extrait. Il s'agit de la distinction entre unité et union. Nous dirions aujourd'hui entre un parti et un mouvement. À la commune, il s'agissait plus d'une union, bien entendu, et nous, en tant qu'insoumis, nous reconnaîtrions plutôt dans le cadre d'un mouvement. Donc, Arthur Arnould, pardonneur, est également parmi nous. Les hommes ont confondu l'unité avec l'union. C'est là que gît toute l'erreur. L'union fait la force, l'unité fait le despotisme. Autant l'une apporte le bien, autant l'autre produit de mal. Un abîme les sépare. L'union est le pacte par lequel un certain nombre d'individus, êtres moraux ou matériels, stipulent en pleine liberté, en pleine indépendance, un contrat par lequel, ayant les mêmes intérêts et les mêmes besoins, les mêmes aspirations et le même but, ils unissent leurs efforts et mettent en commun leur action. Mais cette union ne doit pas aller au-delà et suppose une communauté d'intérêts immédiate ou une véritable conformité d'idéal, soit politique, soit sociale. Elle sous-entend que pour tout le reste, on est libre et conserve la direction de soi-même. L'unité, au contraire, est l'abdication sous un joug uniforme qui s'étend à tout et sur tout. On lui sacrifie toujours plus qu'on en reçoit, puisque chacun des groupes naturels qui la constituent étant noyé, submergé par le nombre immense des autres groupes, chaque individu, chaque collectivité partielle supporte à soi seul, et sur tous les points à la fois, le poids total de la masse entière. L'unité est quelque chose d'essentiellement fictif, arbitraire, qui écrase et qui broie, pour créer de parties diverses et autonomes un seul édifice où nul n'a plus la liberté de ses mouvements, ni la possibilité de se développer sans entraîner avec soi l'universalité de ceux auxquels il se trouve lié comme un forçat à sa chaîne. L'unité a toujours quelque chose de factice et de tyrannique, en ce sens qu'elle ne repose pas sur des lois naturelles, et qu'elle n'est point le produit prime sautier des besoins de l'homme, mais le produit conventionnel de certaines nécessités, ou de certaines conceptions philosophico-politiques, qui ne profitent qu'à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. L'union et la réalisation de l'unité des sentiments, des volontés, des intérêts, c'est une chose essentiellement morale,
où chacun a son droit et son autonomie respectée. L'unité est, sans respect du droit et de l'autonomie, l'union forcée, superficielle, extérieure des sentiments, des volontés et des intérêts les plus discordants. L'union, c'est l'association, l'unité, c'est la caserne. Ceux qui sont plus attachés à l'événementiel de la commune, les deux principaux étant l'histoire de la commune de 1871, de Prosper Olivier Lissagaray. Il dit bien histoire de la commune de 1871 et non de la commune de Paris, puisque vous savez qu'il y a eu aussi des communes en province, en particulier à Lyon, à Saint-Étienne, au Creusot, à Limoges, à Toulouse, à Narbonne, à Marseille. Marseille étant la plus étendue. Et puis il y a également Mes cahiers rouges au temps de la commune de Maxime Vuillaume. Dans la période contemporaine, nous ne citerons que deux sources, mais la littérature sur la commune est considérable. Robert Lequiec a produit une bibliographie critique de la commune de Paris qui comprend 5000 entrées. Monica me parlait d'une série d'émissions enregistrées par Henri Guillemin en 1971 où il raconte la commune en 13 épisodes, chaque épisode d'environ 30 minutes. C'est absolument remarquable. Guillaume, quant à lui, évoque le film de plus de 5 heures de Peter Watkins, La commune Paris 1871, paru en 2007, c'est également remarquable. Les deux se trouvent sur Internet. La fiction cette fiction, ce film de Peter Watkins me permet d'aborder l'aspect fiction de la commune. Les romans, le théâtre, les poèmes, les chansons, l'épopée. Alors les romans sur la commune ne sont pas toujours très bons. En tout cas, ils ne rendent pas compte profondément de ce que fut l'événement. Et je crois savoir pourquoi, je l'évoquerai tout à l'heure. La commune, aujourd'hui, semble surtout inspirer le théâtre. Les poèmes et chansons sont nombreux, Arthur Rimbaud et Victor Hugo évidemment, mais aussi Jean-Baptiste Clément, Louise Michel, Eugène Pottier, la liste est longue. Arthur Rimbaud est né en 1854, il a 16 ans en 1870, au moment de la guerre franco-prussienne. Il n'est pas présent au moment de la commune de Paris, mais c'est un événement qui l'influence énormément. Il a 17 ans à ce moment, il s'y révèle et il s'y perd. Il écrira d'ailleurs une constitution communiste que nous avons hélas perdue. Je voudrais juste évoquer ces 4 vers des mains de Jeanne-Marie, car ils rendent compte de ce que fut l'action des femmes sous la commune. Évidemment, tout ce que Rimbaud a écrit à partir de 1870 et jusqu'à son exil et son silence devrait être cité. Les mains de Jeanne-Marie, elles ont pâli, merveilleuses, au grand soleil d'amour chargé, sur le bronze des mitrailleuses, à travers Paris insurgé. Eugène Pottier écrit l'Internationale au lendemain de la commune, caché dans une mansarde, craignant pendant la semaine sanglante d'être dénoncé et fusillé. Je voudrais évoquer le 5e couplet de l'Internationale. Bon, la musique sera plus tard par de Jeter, c'est pas, donc, pour l'instant il s'agit juste d'un poème à l'Internationale. Je voudrais quand même évoquer ce 5e couplet, car en général on ne chante que les premiers. Ce couplet affirme que les guerres ne se font pas entre les peuples, mais à leur détriment, au détriment des puissants. Comme le disait Paul Valéry, elles sont le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Les rois nous saoulaient de fumée. Paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Concernant l'épopée, on peut considérer qu'il y a chez Hugo ou Rimbaud un véritable souffle épique, mais d'épopée sur la commune, en vers ou en prose. Les Misérables, c'est bien une épopée, mais sous forme de roman, mais c'est écrit seulement en 1862. Donc il n'y a pas d'épopée sur la commune en dehors d'une mini-épopée de quelques centaines de vers qui représenteraient environ moins de 30 minutes d'écoute. L'auteur en est Eugène Vermersch. Eugène Vermersch est poète et journaliste. Il a fondé avec Humbert et Guillaume le Père Duchesne, un des journaux qui sera le plus lu sous la commune.
Son poème épique « Les incendiaires » est composé d'alexandrins, puis d'octosyllabes, selon le schéma classique, le drame en alexandrin et l'effusion personnelle en octosyllabes. Il commence par justifier les incendiaires, c'est-à-dire les communards qui ont mis le feu au monument pour retarder l'avancée des Versaillais. Ce fut d'ailleurs un peu moins systématique qu'on ne l'a dit. Ça s'est passé évidemment lors de la Semaine sanglante, et puis il finit par dire son rêve d'un monde de justice et de paix, donc en octosyllabes. J'aborde la guerre et je rêve, au siècle lointain où le glaive aura la forme d'une faux, où la gloire n'aura d'autre palme que pour les héros forts et calmes, faisant des biens avec nos mots. Je vais parler maintenant de ma vision de la commune, et je voudrais le faire avec beaucoup de respect et d'humilité. Il s'agit de ma vérité sur la commune, et non de la vérité sur la commune. C'est une vision parmi des milliers d'autres, et rien de plus. Je trouve d'ailleurs invraisemblable qu'on puisse se permettre d'évaluer la commune à l'aune de nos critères, dire ce qu'elle a fait de bien ou de mal, où elle aurait eu raison, où elle aurait eu tort. Nous ne sommes pas ses professeurs, nous sommes ses élèves. Oui, elle a rétabli les services publics, elle a pris des mesures sociales, empêché l'expulsion des locataires que le siège avait ruinés. Non, elle n'a pas saisi l'argent de la Banque de France qui appartenait, selon elle, à la nation. Son honnêteté excessivement scrupuleuse était-elle adaptée à la situation? Que dire? La commune est un fait. Étonnons-nous de son existence. Nous n'avons pas à réécrire l'histoire. Étonnons-nous de la maturité politique et sociale d'un peuple qui était moins instruit que nous ne le sommes, mais sans doute plus cultivé, en tout cas sur le plan politique. Nous nous attacherons dans la digression d'aujourd'hui à tenter de comprendre le contexte qui a permis, qui a fécondé tant de beaux crimes au sens où Gustave le Français tout à l'heure nous les évoquait. Soyons clairs. Je ne suis ni historien, ni sociologue, ni philosophe, ni économiste. Je ne suis qu'un poète à la recherche de bribes d'universel, égaré dans une époque nombriliste qui vit pourtant des mutations épiques qui menacent d'extinction l'espèce. Poète et non romancier, je m'explique. Un roman parle d'une expérience individuelle. Une épopée parle d'une épreuve collective. Cela nous entraînerait trop loin de vouloir distinguer entre les deux, et là n'est pas le sujet. Simplement, j'entends parfois, y compris venant de ceux qui sont favorables à la commune, une sorte de reproche, une sorte de discrédit, un soupçon de discrédit. On voudrait à tout prix qu'il y ait un héros qui symbolise à lui seul l'événement. Or, aucun roman ne peut porter la commune. Il y a des destinées particulières, oui, mais aucun personnage ne peut l'incarner, ce qui est parfois considéré comme un manque, et de mon point de vue, la valeur de la commune, le héros, c'est le peuple dans sa diversité. Vouloir rendre compte de la commune est une tâche impossible. Un historien cumule des faits, mais son objectivité passera à côté de la saveur de ce que fut ce printemps. Un poète parviendra peut-être à en dire quelque chose. Ma méthode dont j'éprouve toute la difficulté est celle de l'épopée, une épopée de plus de 17 000 vers qui représentera terminé 60 chants et une quinzaine d'heures d'écoute. J'en suis exactement à la moitié, avec cette impression de m'attaquer à l'Annapurna. Quand je regarde les 4000 mètres qu'il me reste à franchir, je ressens le mal des montagnes. Alors je me retourne et je vois les 4000 mètres déjà franchis et mes semblables. Et tous ces communards dont je me sens l'héritier, qui se sont battus pour nos acquis sociaux. Je vois mon père qui avait 18 ans en 1936 et se battait bien des années avant ma naissance pour que ma vie soit meilleure que la sienne. Alors je sens le poids de ma dette, le poids de tous ces morts qui sont vivants parce que nous les portons, que nous sommes leurs héritiers et que cela nous oblige non envers eux, mais envers nos enfants. Et c'est ce que ces généreux nous demandent. À chacun selon son talent particulier d'y répondre, ce qu'on peut transmettre, on doit le transmettre. Voilà ma position sur la commune, elle est archaïque, insurrectionnelle et épique, tant sur le fond que sur la forme. Je dois aussi m'en expliquer. Sur le fond, elle est archaïque. Étymologiquement, arché veut dire origine. Archaïque ne veut pas dire suranné, obsolète ou dépassé. L'origine contient tous les possibles futurs dont un seul se concrétisera. Revenir aux origines,
c'est régénérer sa pensée et retrouver de l'inaugural, du nouveau. La commune tire son origine de tout ce qui s'est produit entre 1830 et 1871. Elle est elle-même à l'origine d'épreuves futures. Qu'on me permette ici une incise. Les poètes fouillent le mystère pour y trouver l'universel, mais ils aiment la précision des mots. Habilité 1. Je sais que le terme archaïque a mauvaise presse, et je crois savoir pourquoi. Les années d'après-guerre ont été marquées par un progrès humain, économique et social indéniable. D'où que nous nous sommes habitués à voir dans l'ancien du régressif et dans le futur du positif. Dans mon domaine qui est celui de l'enseignement, parler de méthodes archaïques, c'est parler de méthodes qui mettent l'élève en position de dominer, de contrôler, voire d'humilier, en tout cas dans un rapport de pouvoir coercitif où le maître impose, contraint, où l'élève obéit. Être novateur, au contraire, c'est émanciper, transmettre, susciter du désir. Le doute est un moyen, le projet un objectif, l'autonomie est recherchée dans le respect de chacun, ce qui était obligation est devenu droit. Eh bien, si on s'en tient aux faits, la Ligue de l'enseignement de Jean Massé date de 1866 et l'école de Jules Ferry de 1881-1882. La commune, quant à elle, prône un enseignement reposant sur la science et la raison. Il me faut employer, je cite, que la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part toujours de l'observation des faits, quelle qu'en soit la nature, physique, moraux, intellectuelle. Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie, parmi des milliers d'autres, près de 4000, après la semaine sanglante, n'aura de cesse que de fonder une école en cette terre éloignée. Elle commence par apprendre la langue kanak, la culture de ce peuple, son histoire, ses croyances, ses légendes, puis enseigne aux élèves dans leur langue. Elle leur transmet leur culture. L'idée, entre guillemets, moderniste, mais à mon sens saugrenue, de tenter de faire croire aux petits Kanaks que leurs ancêtres étaient gaulois, n'apparaîtra qu'une dizaine d'années plus tard. Avec Jules Ferry, lequel fut un adversaire impitoyable du peuple de Paris lors du premier siège, et de la commune ensuite. Je dédie ce petit passage à une autre châtelaine insoumise, elle s'en reconnaîtra. Il y a une origine et des développements qui vont de l'école nouvelle à la pédagogie la plus oppressive et reproductrice d'inégalités. De mon point de vue, être moderne ou ancien ne devrait être ni une vertu, ni un vice en soi. Les chemins de l'émancipation sont complexes. On peut aussi bien revenir aux origines comme une source de jouvence, sans doute plus féconde qu'une quelconque adhésion irréfléchie de la dictature des modes. J'ajouterais qu'être trop servilement de son temps ne permet pas de s'en décentrer, en somme de le voir en perspective. Celui-là ne se donne pas même les moyens de savoir de quoi il est contemporain. Je revendique donc une certaine forme d'archaïsme qui est aussi un regard prospectif. La commune est insurrectionnelle. Entendons-nous bien aussi sur ce terme insurrectionnel. Il ne s'agit pas du caprice ou de la révolte d'un individu contre sa condition. Il ne s'agit pas de la revanche d'un esclave qui, à force d'obstination gagnante, finira par devenir maître. Vous voyez, je suis né pauvre et maintenant c'est moi qui domine. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le roman balsacien d'un Rastignac. C'est l'épopée d'un peuple en lutte qui veut que ce soit l'humain qui gagne. La commune donc, mais aussi bien l'œuvre du Conseil national de la résistance, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont quelque part des épopées. La commune enfin est épique, ce qui n'est pas une vertu en soi. Il existe des épopées pour exalter des vertus guerrières ou le règne des dieux, des épopées très belles au demeurant, mais l'épopée communarde exalte l'humain d'abord. Elle exalte un avenir en commun, la liberté, l'égalité, la fraternité. Sur la forme également, cette épopée est archaïque, insurrectionnelle et épique. Archaïque parce que le vers choisi est le décasyllabe. Le décasyllabe est le vers de la chanson de Roland. Il est fréquent jusqu'à la Renaissance.
Villon l'emploie dans sa magnifique ballade des pendus. C'est un vers asymétrique, en général sur le schéma 4 syllabes plus 6 syllabes, donc irrégulier. Il héberge aussi bien l'octosyllabe, 2 fois 4 syllabes, que l'alexandrin, 2 fois 6 syllabes, auquel il finira par donner naissance, par simplification, j'oserais dire par complaisance. La commune, le décasyllabe est également insurrectionnel parce que la contradiction entre les deux parties de ce vers, le rythme à 4 temps, qui est en général 2 fois 2, c'est celui d'une marche. Le rythme à 2 temps ou à 4 temps, ce sont des rythmes de marche. On avance droit, on avance. Le rythme à 6 temps, qui est 2 fois 3, en général, c'est un rythme tournant, comme dans un menuet ou dans une valse, qui sont des rythmes à 3 temps. Cette opposition des rythmes à l'intérieur du même vers s'oppose à tout ce qu'il pourrait y avoir de soporifique dans l'alexandrin. Je suis conscient évidemment du caractère trop radical de ce que je dis. Le décasyllabe enfin est un vers épique. Il l'est par ses irrégularités qui sont celles de la vie. Il l'est aussi par ses facultés d'accélération, son incarnation dans l'oral de la voix. Il ramasse la pensée de manière parfois fulgurante. La succession des rythmes à 4 et 6 temps, du carré et de la sphère, du socle et de l'arborescence, installe la métaphore sur son estrade. Le décasyllabe est la colonne qui va de la base au sommet du temple de cette langue millénaire que nous devrions défendre avec un peu plus d'ardeur. Une épopée se respire, se prononce, et quand il le faut, se gueule. Il serait trop long de me justifier sur mes choix métriques, allons. Quand Delphine et Guillaume vous auront fait péter le décasyllabe, et croyez-moi, ils s'y connaissent, vous comprendrez mieux de quel bois il se fait. Qu'est-ce que la commune? Un espoir et un tombeau. L'espoir d'un changement, le tombeau d'illusion. Que s'est-il passé? Je ne sais pas très bien. Mais je sais que depuis des temps insondables, les mêmes questions se posent, et qu'un mur nous contraint, un mur invisible et peut-être impensé, tant nous vivons dans la lumière aveuglante de l'immédiat et dans l'incapacité d'imaginer autre chose de possible. Nous sommes parfois suffisamment repus pour ne plus le voir, ce mur, et pourtant. Le mur n'a plus tremblé depuis des jours, des ans, des guerres. Pourtant, il est toujours présent, et sans le voir, tu le pressens. Sans le vouloir, tu t'y soumets, et sans désir, et sans projet, tu songes encore. Es-tu de ceux qui croient à un accord possible entre puissants et miséreux au nom d'un pragmatisme vigoureux, respectueux d'un ordre mécanique? Ou bien honteux, dégoûté ou cynique, renonces-tu? Ou bien participant à la curée, es-tu le froid serpent qui se faufile? Ou bien, cherchant l'envol, dans d'autres lieux engendrés par les folles spéculations d'esprits insatisfaits, trouves-tu dans le ciel quelque bienfait? Car tu vois bien que le printemps se meurt depuis longtemps et que le mur demeure, nous enchaînant. As-tu jamais pensé qu'il était ridicule et insensé de négocier ce qui n'est qu'à toi-même jusqu'à t'envisager comme un problème? Laisser à quelques arrogants le soin de décider pour toi, sans mettre un point final à cet état. Voir le bonheur traité en marchandise. Et ton honneur chaque fois piétiné. La liberté régimentée sous l'œil déconcerté de l'insoumis. Quand l'espoir n'est qu'un leurre pour supporter l'incurable douleur. As-tu jamais pensé que le printemps avait ses droits et qu'ayant fait son temps, l'autorité générant ses calvaires devrait enfin connaître son hiver? Le mur en toi qui précède son nom, c'est cette voix sans âge qui dit non. Le monument dressé dans ce murmure, il a suffi de l'appeler le mur. On va tendre le cou à cette idée parfois admise que la commune serait née d'un seul coup du 18 mars 1871, comme nous pensons tous les 5 ans que notre vote seul peut changer les choses. Cela, le peuple qui a fait la commune ne le pensait pas.
Il pensait au contraire qu'il devrait prendre les choses en main et que nul ne le ferait à sa place. C'est en cela que nous sommes les insoumis, si attachés au projet nous constituant. Oui, je vais encore vous parler des origines. N'oubliez pas que les plus vieux des protagonistes de la Commune étaient nés à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècle. Certains étaient déjà actifs en 1830 ou avant. Nous allons parcourir ces 40 ou 50 années qui précèdent la Commune, un petit peu au pas de charge, mais il est quand même nécessaire de poser quelques jalons. Je crois que l'histoire ne fait qu'éclairer un des présents possibles, mais c'est celui qui nous est donné de vivre. On pourrait partir de la Déclaration des droits de l'homme. L'humain a des droits, non plus seulement Dieu ou celui qui le représente ici-bas, le roi, non, l'humain en tant que tel, et quelle que soit son extraction. Babeuf pense que le christianisme n'est pas compatible avec la liberté. Saint-Simon, lui, s'en réclame, mais l'un comme l'autre se préoccupe de la condition humaine. Elle est au centre. Dans l'inquiétude de préparer notre digression, j'ai un peu cassé les pieds aux uns et aux autres, et en parlant avec Monica, j'évoquais la séparation des églises et de l'État parmi les premières mesures prises par la Commune de 1871. J'ajoutais que ceux des membres de la Commune qui étaient eux-mêmes croyants votèrent comme un seul homme pour la séparation de ces pouvoirs, considérant que la croyance religieuse devait se cantonner dans le domaine privé. Les croyants eux-mêmes pensaient non pas Dieu d'abord, mais l'humain d'abord. En tout cas sur le plan politique. Et Monica de me dire « Ah mais ça tu dois en parler ». Ben voilà, c'est fait. Charles Fourier crée ses phalanstères. Lamennais s'insurge contre l'indifférence. Il écrit Paroles d'un croyant. Cabet écrit Voyage en Icarie. Il déclarait... Non. Nul ne peut admettre que le destin de l'homme serait d'être malheureux sur la terre. Il faut changer cela, trop injuste et trop étranger au respect de la condition humaine. 100 théories couvraient un seul domaine, celui du droit de chacun d'être heureux. Ni riche, arrogant, ni miséreux. L'accès libre et gratuit à la culture. Le travail attrayant et l'imposture du sexe dominant discrédité. Alors le terme « solidarité », dû à Pierre Leroux, prit le beau sens qu'on lui connaît, portant la renaissance des ambitions perdues. Je vais m'arrêter très rapidement sur Pierre Leroux, qui est né à la toute fin du XVIIIe siècle et meurt en avril 1871. J'imagine même qu'il meurt de chagrin, épuisé, certainement malade de voir les meurtres commis par les Versaillais au début d'avril 1871. Il a une théorie du circulus. Cette théorie du circulus, sur le plan agricole, pourrait être considérée comme une forme de permaculture, dans la mesure où tout est pensé comme utile, et les déchets réinvestis dans le mode productif. Référence à la digression insoumise de Guillaume, bien entendu. Pour le reste, il va beaucoup influencer les écrivains, journalistes et philosophes de son époque. Georges Sand est une de ses disciples. Avançons. Nous avons traversé le directoire, le consulat, le Premier Empire, qui laisse un pays exemplaire. Louis XVIII succède à Napoléon Ier, puis Charles X entre 1824 et 1830. Avec son ministre Villèle, il fait promulguer quantité de lois ignobles contre la presse et la liberté de conscience. Exemple, si un citoyen se moque du culte des reliques, il est conduit à la guillotine, le visage couvert d'un voile et la main amputée. Chateaubriand, qui n'est pas un révolutionnaire, loin s'en faut, parlera de loi vandale. Pendant cette période, les sociétés secrètes fleurissent, c'est évidemment le seul moyen de pouvoir dire quelque chose, pour contourner les interdits, et un monument éphémère connaît un grand développement, la barricade. Elle apparaît dans les nombreuses rues étroites de Paris. Les barricades motiveront quelques décennies plus tard les travaux d'Haussmann, qui, vous vous en doutez bien, n'avaient pas seulement en tête d'assainir la capitale d'un strict point de vue hygiéniste. Je répète que je ne suis pas historien. Des personnages réels sont pour moi des personnages d'épopée. Des personnages fictifs peuvent s'incarner dans le réel. Ainsi, Blanqui et Gavroche,
Blanqui qui est blessé 3 fois au cours de l'année 1827 dans des manifestations d'étudiants. Il a 22 ans. Gavroche, personnage fictif de Victor Hugo, en a 7 à ce moment. Je prétends qu'il dit aussi quelque chose de la vérité de son temps, et je n'ai pas honte de l'intégrer dans ma fresque. En 1829, Blanqui entre au journal d'opposition Le Globe, que dirige Pierre Leroux. En 1830, les décrets tyranniques de Charles X sur la presse unissent peuple et bourgeoisie contre le roi, qui s'enfuit. Ce sont les Trois Glorieuses. Mais la monarchie cousine des Bourbons s'accorde avec la bourgeoisie et Louis-Philippe d'Orléans va régner avec elle jusqu'en 1848. Arrêt sur image. En 1871, l'Assemblée versaillaise sera composée essentiellement de monarchistes, de bonapartistes et de républicains réactionnaires. Parmi les monarchistes, il y aura les légitimistes et les orléanistes. Qui sont-ils? Rafraîchissons-nous la mémoire. Les légitimistes sont les tenants de la ligne directe des Bourbons, en l'occurrence Charles X. Pour résumer, le roi est le représentant de Dieu sur terre. Ils tenteront d'imposer Henri V après la Commune. Les orléanistes, eux, sont les tenants de la ligne cousine des Bourbons. On les appelle parfois Louis-Philippards. Pour résumer, le roi est le représentant du fric sur terre. D'où une grande porosité entre ces orléanistes et la bourgeoisie. La finance d'abord, on fait des affaires. La bourgeoisie peut éventuellement être anticléricale, là n'est pas le problème, tant qu'on ne touche pas au régime en place et à la religion du profit. Marx, qui naît en 1818, il a donc entre 12 et 30 ans pendant cette période, en théorise les enjeux. Alors Louis-Philippe va rapidement s'entourer d'affairistes, et l'un d'eux, un jeune bourgeois monté de Marseille à Paris, va lui conseiller de se déguiser en républicain avec le cocard de tricolore et toute la panoplie. Ce jeune Rastignac a pour nom Adolphe Thiers. Il a 33 ans au début du règne de Louis-Philippe et 51 ans à la fin. Pendant toute cette période, le pays s'industrialise, les ouvriers prennent conscience de leurs conditions, ils revendiquent, les répressions sont chaque fois sanglantes. 1831, les canuts à Lyon. 1832, une procession lors de l'enterrement du général Lamarque qui s'affirmait républicain, tourne à l'émeute. Gavroche meurt sur une barricade. Je suis tombé par terre. Elle est dans les ruisseaux. C'est la faute à l'auteur, elle est dans les ruisseaux, c'est la faute à Rousseau. Les années qui suivent sont marquées par la censure et la répression. 1834. 1834, le 15 avril. À titre d'exemple, Adolphe Thiers fait massacrer tous les habitants d'un immeuble, hommes, femmes, enfants, rue Transnonain. Il nous en reste la très célèbre lithographie de Daumier Sauvage. Sous la Commune, Adolphe Thiers sera nommé de certains mots tout à fait charmants, Adolphe le Petit, crapaud venimeux, infâme vieillard, croque-mort de la nation, etc. Mais il sera également appelé Père Transnonain. Je signale tout de même que notre pays compte encore beaucoup de rues Adolphe Thiers et que la station de métro Belleville n'a pas encore reçu le nom de Belleville, commune de Paris, 1871. Les années passent. Les sociétés secrètes sont une réponse à la censure. Buonarroti, lointain neveu de Michel-Ange, meurt en 1837. Il aura influencé Blanqui. Proudhon et Marx développent leur théorie. Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris. Il fait du gueux un personnage de roman, on pourrait dire sur le fond des copains. Les Misérables ne seront écrits, comme je l'ai dit tout à l'heure, que 20 ans plus tard, mais il écrit quand même en 1834 Claude Gueux, qui peut être une sorte de préfiguration du Jean Valjean qui existera après. 12 mars 1839, Armand Barbès et Auguste Blanqui envahissent l'hôtel de ville en vue de prendre le pouvoir. C'est un échec, ils sont condamnés à mort, la peine est commuée en prison à perpétuité.
Pendant toutes ces années, l'ouvrier s'instruit, une conscience ouvrière se construit. Il existe à ce moment une élite intellectuelle qui se donne pour devoir de transmettre la culture à ceux qui ne pourraient y accéder autrement. Albert Laponneret offre un enseignement gratuit aux ouvriers et fait paraître les vrais écrits de Robespierre, combattre les falsifications de l'histoire officielle. Aujourd'hui, nous avons Laurent. Nous avons grâce à vous. Flora Tristan, qui est la grand-mère de Gauguin, parcourt le pays et milite en faveur de l'instruction des femmes. La Société des travailleurs égalitaires propose que l'État prenne l'initiative de magasins sociaux pour s'opposer et court-circuiter la spéculation. Louis Blanc songe à la création d'ateliers nationaux solidaires qui emploieraient les ouvriers sans ressources. Pour court-circuiter la censure, les orateurs révolutionnaires se réunissent dans des banquets républicains en 1847. Et c'est l'interdiction de ces banquets qui provoque l'insurrection du 22 février 1848, la fuite du roi et la Seconde République. Les ateliers nationaux solidaires se mettent en place, l'esclavage est aboli en avril, mais les conservateurs fondent un parti de l'ordre. Quand vous entendez le mot ordre, il y a souvent le mot sang derrière qui arrive assez rapidement. Ce parti de l'ordre des plus réactionnaires noie la démocratie dans le sang en juin 1948, en juin de cette même année. Louis-Philippe, qui est alors en exil, manifeste sa jovialité de voir la République prenant modèle de la monarchie. Tandis que le neveu de Napoléon Ier attend son heure. Nouvel arrêt sur image. Ce sont bien les trahisons de la République qui vont conduire à 20 ans d'empire. Il ne faut jamais sous-estimer les conséquences des lâchetés et des mensonges d'un gouvernement censé représenter le peuple. Quand on dit « mon ennemi, c'est la finance » et qu'on agit ensuite à l'inverse de ce qu'on a dit, on porte une immense responsabilité dans la montée des idéologies les plus abjectes. Il me semble que ceux qui veulent incarner une politique sociale, et je ne veux pas mettre en doute leur sincérité, ceux-là doivent se désolidariser sans ambiguïté de ceux qui ont trahi. Revenons à la Commune. Les très vieux, ils sont rares, ont connu 1830. Les vieux ont connu 1848. Jules Vallès, qui écrit une pièce de théâtre au lendemain de la Commune, d'un intérêt moins soutenu que les autres écrits, il y introduit une histoire d'amour qui n'a pas grand-chose à y faire, et il verse de ce fait plus dans le romanesque que dans l'épique. Bon, je m'expliquerai ce que j'ai déjà dit. Jules Vallès, donc, il commence sa pièce de théâtre par le tableau des insurgés de 48 et de leur tragique défaite. Quant à Gallifet, un des massacreurs de la Commune, il s'illustre lors de la Semaine sanglante en faisant sortir des rangs les prisonniers qui ont les cheveux gris ou les cheveux blancs et les fait fusiller sur le champ. Vous avez vu 48 au nord. Je reviens à juin 48 pour parler de ce qui lui succède. Le discrédit de la République permet au neveu de Napoléon Ier, Napoléon III évidemment, de se présenter comme recours, de devenir président, de faire son coup d'État du 2 décembre 1851, anniversaire du sacre de Napoléon Ier. Et puis enfin de rétablir l'Empire un an après. Nombreux sont les proscrits, dont Victor Hugo, qui est en exil, les châtiments. Résumons maintenant une douzaine d'années en quelques phrases. Dans l'art de faire le contraire de ce qu'on dit, le Second Empire mérite une médaille. L'Empire, c'est la paix, dit Napoléon III. Bilan, la Crimée, le Mexique, l'Italie, la Prusse. Corruption, censure, démantèlement des associations. Dans le même temps et dans un pays de plus en plus industrialisé, l'ouvrier, particulièrement dans les grandes villes évidemment, lit, écrit, s'informe, analyse, décide, s'organise. Nous sommes en 1864, Paris, le manifeste des 60.
La barbarie pour nous n'est pas une sanction divine. Et la misère n'a pas d'autre origine que l'injustice et l'ordre ensanglanté où le nanti est seul représenté. Et bien sûr, Londres, où se tient la même année un congrès ouvrier. Considérant que l'émancipation des travailleurs de toutes les nations doit provenir des travailleurs eux-mêmes et qu'ils sont seuls à poser les problèmes de la misère dans sa réalité et des devoirs de solidarité, ces travailleurs luttant par le canal représentant de l'international uniront leurs efforts et leurs moyens pour conquérir leurs droits de citoyens. La richesse de cette première internationale est de contenir tous les courants unis par un même objectif, émancipation et justice sociale. Nous gagnerions beaucoup aujourd'hui à revenir à l'archaïsme de cette première internationale. 1866, il faut dire que, évidemment, les réunions étaient interdites, donc le droit de réunion n'était pas accepté, quoi. En 1866, les ouvriers conquièrent le droit de réunion et l'Empire ne tient plus qu'à un fil. En 1867, c'est l'exposition universelle à Paris sur le Champ de Mars, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Tant d'armes y sont exhibées que les internationaux s'en alarment dans leur second congrès. En 1868, Rochefort lance La Lanterne, journal qui fera rire toute la France. Le premier numéro débute ainsi. Il y a en France 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Eh ben, ça s'arrache à 80 000 exemplaires et pour l'époque, c'est absolument considérable. Rochefort est condamné, il doit se réfugier en Belgique. Nous allons un peu plus nous attarder sur cette année 1868. Varlin et Nathalie Lemel fondent la Marmite. C'est une coopérative alimentaire qui portera secours à un grand nombre de nécessiteux. On pourrait dire, aujourd'hui, ce sont des sortes de restos du cœur. Quant à l'international, elle connaît d'innombrables procès. Elle est chaque fois dissoute et refondée. À l'époque, les révolutionnaires de la chair. Le 18 juin 1868, elle intervient, livrant ses opinions lors de l'inaugurale réunion publique autorisée par la police à Vauxhall, à Paris. Grosse malice de ce gouvernement qui veut ainsi montrer son goût pour la démocratie. Tous les sujets sont traités. Le salaire, l'égalité de fait, pierre angulaire de la justice, le travail des petits, l'éducation qui leur est garantie, le droit des femmes, divorce et union libre, propriété, monopole, équilibre en politique, des représentations. Le décor craque. On découvre au cimetière Montmartre une pierre moisie qui s'avère être la tombe du député Baudin, tué sur une barricade en défendant la République lors du coup d'État du futur Napoléon III. À ce moment-là, le député Baudin, à qui on reprochait d'avoir un salaire de député qui était 25 francs par jour, les ouvriers gagnaient entre 1,50 franc et 7 francs pour ceux qui étaient extrêmement bien payés. Et donc Charles de l'Écluse, dans son journal Le Réveil, il propose une souscription pour dresser un monument au député Baudin. Alors l'empereur fait un procès au journaliste, et ce journaliste va être défendu par un avocat fougueux, borgne, débraillé, inconnu jusqu'ici, et qui fait son entrée en politique, comme il le dit, par effraction. Cet avocat, c'est Gambetta. 1869 est une année terrible. Le sang va encore couler, comme chaque fois qu'un gouvernement se veut garant de ce qu'il appelle, avec une apparente vertu, l'ordre. Que reste-t-il au finissant régime? La cruauté et rien de plus. Le crime, évidemment. Et d'abord, la prison pour le vieux de l'Écluse. Comme horizon, la guerre. Et pour l'heure, des morts. Des morts. Des morts. Mineurs dont on se remémore le 16 juin à la Ricamarie. Mineurs victimes de la barbarie des fusilleurs. Pour avoir, par la grève, réclamé quelques droits. 14 crèvent fauchés sous la mitraille. Moins de 2 ans
aura vécu le plus jeune gisant, criblé de feu sur le sein de sa mère. Bientôt d'autres exécutions sommaires ont lieu, et le 8 octobre à Aubin deviendra la mémoire d'un nouveau bain de sang. 17 morts, parmi lesquels un enfant de 7 ans. 3 des séquelles les jours suivants, et 40 orphelins. 1870 débute avec l'assassinat de Victor Noir, tué à bout portant par le cousin de l'empereur à cause d'un article au ton républicain paru dans La Revanche, un journal corse. Le procès conclura à l'innocence du meurtrier. En fait, Victor Noir était juste un témoin, ce n'était pas lui qui avait écrit l'article, mais il venait en fait comme témoin pour proposer un duel, et donc le cousin de l'empereur le tue à bout portant. Les funérailles ont lieu le 12 janvier 1870. Cette fois, c'en est trop. Trop d'injustice et de misère, de honte et d'immondice. Trop de silence pendant 19 années. Trop de malheurs, de révoltes ajournées. Trop de douleurs couchées sous la mitraille. Trop de victimes et trop de funérailles. L'interminable essaim des miséreux conduit son fils, conduit le malheureux jusqu'au dernier et silencieux abîme. Des Parisiens, 200 000 anonymes, le regard pâle sous la pluie de janvier, le front soucieux, ce sont les sacrifiés. Marche devant ceux qui parlent plus fort, les chroniqueurs, Fonvielle, Rochefort. Mais pour le coup, ayant perdu leur voix, ils balbutient face aux géants convois qui revendiquent un bruit d'autre nature, un son puissant et porteur de futur. Ils traversent déjà les vrais poumons de Delescluze, graves et sans faux sermons, Millière, sérieux et droit jusqu'aux scrupules, Flourens, vaillant pourfendeur de crapules, Louise Michel, de lourdes nuits vêtues, la Vierge rouge, la parole attendue, le vrai discours, les mots qui font image, le chant profond qui clôture l'hommage. L'Empire essaie de retrouver un peu d'air par un plébiscite avec l'aide de journalistes à la botte du pouvoir. Heureusement tout cela n'existe plus aujourd'hui. Les journalistes au service des puissances de l'argent à Londres. Laissons parler Prosper, Olivier et Lisa Garay qui évoquent une presse arétine, c'est-à-dire dans le sens, à l'époque c'était dans le sens flatteuse et empoulée. Le 8 mai était la date fixée pour la comédie. Pendant un mois, les pouvoirs publics, administrations, magistrats, clergés, fonctionnaires de toutes sortes, ne vécurent que pour le plébiscite. Un comité bonapartiste se fonda, doté d'1 million par le crédit foncier. Pour effrayer le bourgeois, un rédacteur du Figaro fit un volume des insanités échappées dans quelques réunions publiques. Son journal avait lancé la Société des Gourdins, réunie contre les Républicains. Le coquin du Lampion, l'inventeur en juin 1948 des mobiles sciés entre deux planches, du vitriol lancé avec des pompes, des femmes vendant aux soldats l'eau de vie empoisonnée, du municipal empalé, des bons pour 3 dames du faubourg Saint-Germain, etc. Villemessant avait, sous cet empire qui fit sortir toutes les sanies, créé le journal type de la presse de joie, le Figaro. Une escouade de petits drôles, plus ou moins écrituriers, allait à la cour, à la ville, au théâtre, dénicher le cancan, le scandale du jour, l'anecdote croustillante, écoutant aux portes, flairant les cuvettes, fouillant les poches, recevant quelquefois la pièce, souvent le pied. Paillard, conservateur, religieux, le Figaro était l'organe et l'exploiteur de cette truanderie de dignitaires, de boursiers et de filles qui levaient si galamment les écus et la jambe. Les gens de lettres l'avaient adopté, y trouvant pâté et tréteau. Le gouvernement l'utilisa pour insulter l'opposition, ridiculiser les républicains, calomnier les réunions publiques, accréditer les faux complots,
qui pouvait rattacher les timides à l'Empire. Son succès créa des rivaux. En 70, cette presse arétine, riche, achalandée, faisait vivre une nuée de proxénètes littéraires qui eussent déshabillé leur mère en public pour placer leurs copies. On les lança dans la lutte plébiscitaire et beaucoup allèrent en province renforcer la presse locale, obligée à quelques retenues. Interrogeons-nous. Entre le crime et l'idiotie, faut-il choisir? Entre l'horrible et l'insulte, que ferais-tu? À la question posée, le peuple est-il acquis ou opposé à toutes les réformes libérales? Comment voterais-tu? L'électoral troupeau, en ce 8 mai, renforcera contre son gré le pouvoir scélérat qui, profitant de son succès facile, attaque avec une hargne imbécile dans l'usine, la rue ou les journaux les blanquistes, les internationaux. Tous ceux qui pourraient pourraient être l'étincelle d'une fraternité universelle. Avouerai-je mon vote de 2002. Arrêtons-nous ici. Bientôt ce sera la guerre, le désastre de Sedan, la naissance d'une république corrompue, l'insurrection populaire, et puis la commune. Nous aurons peut-être l'occasion de vous la présenter davantage lors d'une éventuelle autre digression insoumise. Restons-en pour le moment à l'esprit qui a fécondé la commune, le contexte social, culturel et politique qui l'a rendu possible. Nous espérons l'avoir un peu partagé avec vous.